Et chaque fois que je vois un concert, je me dis c'est mon meilleur concert. Et j'étais en transe et j'ai mis 2 semaines à me redescendre. Quand tu dis à des festivals que tu aimerais qu'ils aient une programmation plus égalitaire, on dit oui, mais il n'y a pas... Enfin, déjà c'est faux. Tiens, c'est la première fois que je dis pogo et inclusif dans la même phrase. J'ai envie d'être respectée en tant que femme pour ma force d'être fragile, sensible et vulnérable. C'est vrai que la musique, c'était le moteur. J'ai découvert le mot sororité il n'y a pas longtemps. Je suis un paradoxe. Le leadership, c'est pas arrivé prendre la place. Ça m'a pas façonné, j'étais déjà punk avant de découvrir le punk en fait. Pas besoin de rapper comme un homme pour qu'on m'écoute. Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, je vous invite dans une discussion autour de la musique féminine en Suisse avec l'artiste Silence, la dessinatrice Hélène Béclin et la programmatrice Laurence Dessarzan. Bonne écoute. Steph, Hélène, Laurence, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation de me recevoir à Genève en Suisse. Vous avez chacune un domaine d'activité différent, mais ce qui vous unit c'est la musique. Et aujourd'hui, le but, c'est que vous puissiez chacune nous parler de la musique grâce à votre expertise et vos expériences en Suisse. Donc, je vais vous présenter chacune vos domaines, ce que vous faites dans la vie, pour que les auditeurs et les auditrices vous connaissent un peu mieux. Et après, on n'oublie pas, on est là pour se faire plaisir et discuter ouvertement. Donc, on va commencer par Laurence. Laurence, tu es née en 1960 et tu es originaire de Lausanne. Secouée par l'ennui et le désert culturel que représente Lausanne dans les années 70, tu prends rapidement la posture de l'activiste en organisant adolescente des concerts parfois illégaux. Tu étudies ensuite à Genève, à l'École supérieure des arts visuels, et tu commences ta carrière à la Roth-Fabrik de Zurich, qui est une ancienne usine devenue un lieu culturel emblématique en 1980. Ta performance te permet de travailler pour des organisations connues et reconnues dans le secteur de l'événementiel, comme Red Bull ou encore le Montreux Jazz Festival. Dénicher des talents, créer des synergies, programmer des nouveaux artistes, c'est des activités pour lesquelles tu es experte. Donc en 2020, c'est tout naturellement que tu prends la présidence du jury fédéral du prix suisse de la musique et de l'organisation Suisse Music Export en coprésidence. Donc c'est un honneur de t'avoir au micro d'Européenne, et ce serait un honneur de connaître ce que tu écoutes en boucle en ce moment. C'est toujours la question qui tue. C'est un peu... Ce que j'écoute en boucle en ce moment, c'est... c'est difficile en fait, je trouve, de répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, un truc qui a beaucoup changé, on écoute par morceaux en fait. On écoute beaucoup de morceaux, donc moi je me connecte sur des radios, sur des playlists. Et puis c'est vrai que j'ai moins tendance à écouter des albums comme avant. Donc tu me surprends quand tu me dis ça. Okay. Je peux dire le dernier album que j'ai écouté, il est juste là devant, c'est Gazland Killer. Hein. Okay. Et puis un truc, oui, je peux quand même dire que j'aime beaucoup quand même, que j'écoute en boucle, c'est l'album de Roisin Murphy. Voilà, je suis assez méga fan de cette personne. Merci beaucoup. Hélène, tu es née en 1963 à Saint-Maurice dans le Valais. Tu grandis au sein d'une fratrie de 3 enfants, tous les 3 passionnés par le dessin. Et le dessin ne te lâchera jamais et sera pour toi un moyen d'ancrer émotion et atmosphère dans les différentes périodes de ta vie. Donc d'abord en 2010 et 2012 avec Angry Mom, une BD en 2 tomes qui dépeint avec humour et authenticité ton quotidien de mère au foyer. Puis en 2018 et 2019 avec Adieu les enfants, un roman graphique en 2 tomes écrit à la suite de l'enterrement de ton frère Philippe, aka Mix et Remix, le reconnu illustrateur suisse. Ces romans graphiques sont la parfaite excuse pour tenir en vie Philippe et replonger dans tes souvenirs des années 60-70 où la guerre froide bat son plein et où les courants punk émergent. Courants qui te collent à la peau, puisque ce sont des mouvements contestataires et anarchiques comme toi. C'est d'ailleurs dans ces années d'adolescence et de recherche constante de toi-même, mais aussi de disques, de concerts underground, que tu racontes dans ta dernière BD nommée 1979. Dans cette BD, un personnage te suit tout le temps, comme une petite voix qui te guide ou parfois te fait douter. Mais le doute ne subsiste jamais longtemps chez toi, puisque aujourd'hui tu vis de tes 2 passions, le rock et le dessin. Tu es dessinatrice de concerts. Alors Hélène, merci de ta venue. C'est quoi la chanson ou la musique que tu écoutes en boucle ? Alors en fait, moi j'écoute très peu d'albums. J'écoute beaucoup des versions live. En fait, je raconte dans 79, c'est que le gros choc musical que j'ai eu, c'est d'entendre un concert à la radio à France Inter.
Et quand j'ai été réécouter le disque, à l'époque, on pouvait écouter les disques avant de les acheter, je n'étais pas sûre d'avoir noté le bon nom du groupe parce que ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais vécu en entendant la version live. Et en fait, ça me poursuit, ça fait 40 ans que j'aime les concerts, que j'aime être devant, que j'aime me nourrir de cette énergie. Et là, les derniers concerts que j'ai vus, c'était il y a 10 jours à Bâle. Enfin, celui dont je me souviens, j'en ai vu un mercredi, mais j'ai déjà oublié, parce que c'était pas très intéressant. Et il y a 2 semaines, j'ai vu un groupe de Brooklyn sur un bateau à Bâle, et tout était parfait. Le groupe, le public, la salle, et c'était du post-punk noise funk, que j'avais déjà vu cet été au Kilby. Ça s'appelle Model Actrice. Okay. Et je suis encore pas redescendue. J'écoute leur version. J'ai cherché sur YouTube. Plutôt des versions live de leurs concerts que leurs disques, en fait. Et j'écoute ça en boucle. Et ma fille, quand elle est à la maison, elle pète un câble parce que je suis monomaniaque. Je peux écouter 2 heures de suite et même puis je n'écoute que du punk hardcore, donc elle entend du bruit dans sa chambre. Merci Hélène. Steph, ton nom d'artiste est Silence avec un A, une combinaison des mots silence et lancer. Tu es né en 1995 et tu es originaire de Lausanne. Tu vis une enfance parfois moquée car tu arbores un look garçon manqué. La rage et la colère vont grandir en même temps que toi, mais la jeune femme qui a appris à rester silencieuse attendra 2019, à la suite d'un open mic au Bleu Lézard de Lausanne avant de se lancer. C'est aussi grâce au festival Les Créatives de Genève que tu remportes un premier prix lors d'une soirée ouverte, et c'est ce prix qui va te permettre d'investir dans du matériel et d'enlacer un quotidien d'artiste parsemé de rêves, de désillusions, mais surtout de grands moments de partage sur scène. Tu déclares avoir un style rap qui s'exprime dans tes premiers EP, puis tu finis par assumer un style pop qui sera mis en valeur dans ton premier album, sublimé par Yvon Peacemaker, qui a travaillé avec Booba, Stress et surtout la Queen Diams. Ce dernier album s'appelle Nouveau Genre et porte aussi bien son nom dans les paroles que dans ton style musical unique. Donc c'est un plaisir de pouvoir évoquer la musique féminine en Suisse avec toi. Et qu'est-ce que tu écoutes en boucle, Steph ? Là en ce moment je suis contente parce qu'il y a notamment Eddie De Pretto qui a sorti un album, un artiste que j'aime beaucoup, donc je suis pas mal en boucle sur son album. Il y a aussi une autre artiste française un peu moins connue mais qui mérite tout autant de lumière qui s'appelle Johanna, qui a aussi sorti un album que j'ai écouté encore en venant là en boucle dans le train. Et pour le contraste, je me suis replongée dans les anciens albums de Anastasia. Et je suis dans ma vibe aussi années 2000 à fond, et du coup ça m'a fait réécouter les anciens morceaux de Britney Spears et compagnie. Donc je suis vraiment en boucle un peu sur la nouvelle génération et l'ancienne, et je suis en plein kiff avec ça. Mais je comprends totalement. Merci beaucoup toutes les trois. Moi je voulais déjà commencer puisque donc Européenne Voyage, c'est un podcast qui voyage. Est-ce que les Suisses écoutent beaucoup de musique selon vous ? Oui, je pense que les Suisses écoutent beaucoup de musique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a beaucoup de très bons artistes suisses, et puis on a énormément, enfin t'as pu vérifier, une activité culturelle extrêmement riche. Donc on a beaucoup de chance pour des villes de la taille de Lausanne ou Genève. Il y a énormément de salles, de lieux, de concerts. On a une super radio en Suisse romande avec Couleur 3 quand même, qui était quand même importante par rapport. Puis il y a des radios alternatives, etc. Donc il y a beaucoup. Et puis les Suisses, ils ont aussi un pouvoir d'achat assez bon. Donc on a pu voir, par exemple, tu vois, sur Spotify, qu'on est un des pays avec le plus haut taux d'account premium Spotify. Donc ça veut dire que les gens écoutent vraiment beaucoup de musique. Et moi je pense qu'on est au centre de l'Europe, alors pour les tournées, c'est assez cool parce qu'ils doivent traverser de toute façon la Suisse, quoi. Et je sais, rencontrons des musiciens qui ont un accueil. Les salles suisses accueillent les artistes très bien, sont très bien traités. D'accord. Après, je dis pas que les salles suisses traitent bien les artistes suisses, mais les artistes étrangers qui passent, ils apprécient l'accueil ici. Ok. Parce que vous êtes du coup toutes un petit peu, je pense, des enfants du live, de la musique, du concert. Enfin, en tout cas, vous avez tout cet esprit. On en parlait juste avant que j'enregistre, de la différence aussi entre le live et le non-live. J'ai une question un peu bête peut-être, mais c'est quoi le concert de votre vie ? Genre celui qui vous a vraiment marqué, quoi ?
Elle est horrible cette question. Non mais c'est trop dur. Moi je vais voir du concert tout le temps. Ouais. Je vais beaucoup avec ma copine. Autant des artistes ultra connus, on va dans des grandes salles, qu'on va avoir les petites programmations des artistes émergents. Et chaque fois que je vois un concert, je me dis c'est mon meilleur concert. Et à chaque fois, je me redis ça. Du coup, c'est ultra dur de donner un nom parce que chaque concert a sa magie de l'instant en fait. Au-delà de la musique, des fois, c'est juste ce qui se passe avec le public, l'artiste qui donne sur scène. Je peux pas répondre à cette question. Elle est vraiment, j'ai envie de te lister tellement. C'est pareil. Alors moi j'ai eu 2 vies, en fait 2 périodes de ma vie où j'ai vu du live, c'est quand j'étais jeune. Ouais. Puis après quand j'ai eu des enfants, il y a tout un courant musical qui m'intéressait moins, donc on s'est rangé un peu, on s'est embourgeoisé un peu. Et quand on a pu laisser nos enfants seuls à la maison, on est ressorti voir des concerts. Donc j'ai 2 périodes de ma vie où j'ai des concerts de ma vie. Okay. C'est les années 80, moi c'est quand j'ai vu les Clash à Lausanne, où à l'époque je pensais, je me réjouis de raconter ça dans ma prochaine BD. C'était inintelligible de voir ces gens qu'on voyait dans les journaux en vrai. C'était fou de les voir. C'était pas possible qu'ils viennent à Lausanne. Et ça a été un tel choc émotif que je peux pas te décrire le concert, mais c'était un choc de les voir. C'était des gens qui m'ont sauvé la vie, donc c'était assez incroyable. Et il y a quelques années, j'ai eu le même choc et je faisais bon sang, j'ai 55 ans, c'est peut-être le moment de me calmer. Et j'étais en transe et j'ai mis 2 semaines à me redescendre. Okay. Là, mes enfants, ils ont vécu l'enfer. Parce que c'est du punk hardcore, c'est les Idols. Et moi, je venais de perdre mon frère et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me remonte le moral. Et eux, mais ça m'a déchiré le cerveau, quoi. C'était incroyable. Et je les ai déjà vus 8 fois. Je vais les voir ce printemps. Ce sera la 10e fois que je les vois. Et chaque fois, je mets des jours à redescendre, quoi. Okay. Je pensais jamais revivre encore cette impression-là. Alors après, ça m'arrive plein. Ben, quand j'ai vu Modèle Actrice, l'autre fois, je suis de nouveau partie en transe. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus à qui j'ai parlé. Et j'adore vivre encore ça, quoi. Ok. Non, je sais pas. Bah, moi, c'est un peu comme Hélène, c'est-à-dire qu'il y a les premiers, enfin, je sais pas, voilà, les tout premiers concerts. Ouais. Moi, il y a les concerts qui m'ont vraiment marqué, je pense, dans les années 80, moi, j'avais été à Manchester, je sais pas, avec sandales en poche, rien du tout, et puis, voilà, je me suis retrouvée, j'ai vraiment pas de fric, et je me suis retrouvée à la Factory, qui est un club qui est devenu vraiment mythique. Et j'ai vu le premier concert européen de Birthday Party. Okay. Birthday Party, c'était Nick Cave, c'était le premier groupe de Nick Cave, c'était des gens jeunes, c'était des espèces de sauvages totales. Donc c'était une expérience physique, en fait. Je pense les musiques actuelles, ou en tout cas les musiques comme ça, c'est vraiment aussi physique, c'est-à-dire c'est pas une écoute juste avec sa tête où on réfléchit. On se plonge vraiment dans le concert comme et je pense surtout quand on est plus jeune, on va devant, comme fait toujours Hélène, des fois je le fais. Et moi je ne suis que jalousie, Mais vraiment, moi je me rappelle de voir Nick Cave, mais qui était vraiment un gamin, mais tout ébouriffé, qui était une espèce de sauvage sur scène, génial. Puis après j'avais été à Londres, j'étais invitée à ce concert aussi parce que j'étais avec des gens qui connaissaient ces musiciens. Et puis, il y avait Anschlussen de Neubauten en première partie, avec Glücksavarkel, et il y avait Malaria, qui est un groupe berlinois avec des femmes. C'était tout début, comme ça. Et c'était vraiment quelque chose de très, très différent musicalement. Okay. Puis on était complètement immergés dans cette musique. Donc, c'était une expérience vraiment assez intense, qui m'a beaucoup marquée, personnellement. Et puis après, moi, j'écoute beaucoup de musique. J'ai toujours écouter plein d'autres musiques, aussi de la musique, la soul et tout. Et par exemple, quelqu'un comme Erykah Badu, j'ai vu plusieurs fois. Chaque fois, des concerts différents, ou des gens comme Grace Jones. Pour moi, c'est des personnes qui sont des personnages qui incarnent complètement la musique et aussi qui nous amènent dans leur univers. Puis moi, comme public, c'est ça que j'ai envie. Je fais un concert que j'ai eu 20 ans, 40 ou maintenant 60. J'ai envie qu'on me prenne et puis qu'on m'amène dans un univers. Et puis là, c'est vraiment c'est des maîtres femmes avec Grace Jones et Erykah Badu qui arrivent à nous prendre comme ça dans leur univers, puis nous amener à travers les choses, leurs histoires, ce qu'elles vont raconter. Moi, je trouve que c'est une super expérience. Puis après ça, comme vous le disiez, dans tous les styles musicaux, ça nous arrive toujours. Il y a toujours des moments géniaux. Moi, récemment, j'étais le week-end passé à un festival qui s'appelle Full of Lava, qui est à Berne,
avec des choses assez expérimentales aussi. Un théoricien, mais néanmoins musicien, qui a lancé ce mouvement Make Techno Black Again. Okay. Et lui jouait en fait... alors si je raconte comment le setup, c'était totalement ennuyeux, c'est-à-dire qu'il avait une table et il avait un ordi. Mais en fait, c'était une personne très... il était super fit, comme ça, habillé tout en noir, et il avait une manière de bouger aussi quand il jouait sur son... Et la musique, c'était ultra intense, c'était génial. Et justement, je me permets de vous demander, parce que Steph, on est de la même génération, je pense, mais est-ce que vous voyez une évolution? Alors, je reviens un peu sur le sujet européen. Est-ce que vous étiez des jeunes filles au moment où les courants punk arrivent? Comment vous êtes insérées dans ces mouvements? Est-ce que vous avez senti que c'était pas pour vous? Ou au contraire, c'est un gros a priori et vous avez juste fait votre place, vous êtes allé au concert, point, et... Moi, j'ai toujours fait ma place, je m'en foutais. Okay. Et en fait, j'y ai pensé, on a eu une grande discussion avec une fille bien plus jeune que moi ce week-end, où je disais que moi, j'ai jamais été dans la séduction. J'ai jamais essayé de compter le nombre de mecs qui me mataient, ou de danser pour plaire aux mecs. Donc moi, je pars en vrille, puis je m'en fous, quoi. Et moi, j'ai eu des feedbacks de vieux de la Dolce Vita à qui je faisais peur, qui ont osé me dire que je leur faisais peur. Parce que justement, j'avais ce côté désinhibé catholique Valesco folle, qu'à Lausanne, on comprenait pas trop. Et puis chaque fois que je retourne en Valais, je fais, je suis normale, quoi. Et en fait, ils craignaient un peu cette liberté où je regardais pas si je dérangeais ou pas. Oui. Donc moi, ça a toujours bien passé parce que je m'en foutais. Okay. J'ai vécu des concerts où je disais, tiens, c'est la première fois que je dis pogo et inclusif dans la même phrase. J'ai été voir plusieurs concerts de post-punk en Suisse allemande où les gens sont excessivement bienveillants, même que c'est méga dynamique. Et j'ai été plutôt prise à partie ou vraiment embêtée par des petits gars ou des quadras, surtout les quadras font chier, à des concerts en Suisse romande où ils acceptent un peu moins les filles devant. Okay. Ça les embête qu'on ait bon goût, qu'on soit pointu et qu'on ait une autre avis. Et on sent vraiment que tu les déranges. Et moi, c'est pas un truc qui m'embête de déranger les gens, donc je suis assez zen, quoi. C'est une bonne chose. Florence, un avis? Alors moi, je m'aligne complètement sur Hélène. Okay. Franchement, à l'époque, déjà, on n'avait pas tellement de rôle modèle, puis peut-être que aussi dans le premier mouvement punk, il faut dire un truc, c'est que il y avait beaucoup de femmes. Après, il y a eu le hardcore, qui était un truc très masculin. Je dirais au début, tous ces groupes, les Slits, X-Respect, etc., c'était très inclusif, à tous les niveaux, au niveau racisé, au niveau genre, etc. Donc après, peut-être dans le vivre, c'était un petit peu différent. Disons, au niveau musical, c'était très varié. Donc moi, j'étais comme Hélène, je m'en foutais, j'avais pas tellement d'exemples. Donc je faisais mes trucs et je m'en foutais. Et la même chose, après on m'a dit tout le temps, mais tu fais peur, tout le monde avait peur se prendre une claque de ma part parce que je faisais 1m80 et puis je savais me défendre, mais moi, je me suis pas trop posé de questions. Après, rétrospectivement, tu te rends compte que tu es peut-être un peu plus isolée comme femme. Et puis maintenant, c'est vrai que ce côté de dire, voilà, t'as un certain âge, tu vas avoir des concerts, tu vas devant, suivant dans quelle région tu es, c'est un petit peu plus regardé comme, mais qu'est-ce qu'elle fout ici etc. Donc, mais moi, je suis comme toi, Hélène, moi, je m'en fous. On a fait notre truc tout le temps quand on a eu envie de le faire. Puis voilà. Puis, c'est pour ça qu'on sait plus tout de suite quand on s'est retrouvé. Non, mais j'imagine, mais c'est intéressant parce que on a un gros a priori quand même sur le courant punk et justement les courants un peu qui sont transgressifs, etc. Mais le punk, il y a eu plusieurs phases, tu vois. Après, il y a eu tout ce côté hardcore, qui est ultra testéroné, quand tu regardes avec le punk hardcore américain, qui est très masculin. Hein. Tout de suite, il y a vraiment en général que des mecs dans les groupes, la plupart du temps, pas que. Hein. Mais, et puis, effectivement, t'as ce truc du slam dance, etc. Puis là, c'est ultra physique, mais c'est aussi un défoulement qui est physique, qui peut être aussi vécu. Donc forcément, les filles se font plus éjecter, sans compter que je pense à un moment donné, elles se faisaient quand même mettre les mains où il fallait pas, quoi. Donc c'est clair que t'as pas trop envie, si tu stage dive ou autre, se retrouver avec des mains qui se posent je sais pas où. Donc forcément, mais c'est devenu à un moment donné ultra mec, en fait. Mais au début, c'était pas du tout comme ça.
Ouais, parce que... Mais moi, je trouve dans le rap aussi, je trouve très moi, j'ai de la peine, concert rap, je trouve que c'est... Maintenant, il y a de plus en plus de filles, mais moi, j'ai essayé d'aimer le rap, j'ai essayé d'aller, mais ça me dérangeait ce côté très masculiniste que je voyais sur scène, et j'ai décroché très vite à cause de ça, quoi. Ouais, bah, je sais pas, Steph, si tu veux parler, mais je pense qu'il y a vraiment deux rap aussi. Enfin, il y a le rap un peu violent, avec de la parole, et d'ailleurs qui a beaucoup de succès, hein, mais des paroles très violentes, hyper misogynes, etc. Et après, il y a un rap, il y a un courant, je pense, on parle d'Eddie de Pretto, qui est peut-être moins violent. Ouais, mais c'est carrément de la chanson, ce qu'il fait. C'est vrai que des fois, il est un peu catégorisé dans le rap, mais pour moi, c'est de la chanson française, tu vois. Ouais. Mais peut-être on peut prendre l'exemple de... Ça me pas très envie de le citer, mais L'Homme Pâle ou Orelsan, enfin, ces artistes-là qui ramènent quand même toutes les générations. Il y a autant des enfants que les grands-parents qui sont sur place. Et hommes-femmes tout confondu, et c'est beaucoup plus calme. Et moi, par contre, mis à part ces quelques rappeurs qui sont plus à texte, avec des musiques avec plus un cours en pop, j'écoute pas de rap. Donc, Ok. Mais justement, c'est une question que j'avais par rapport à ton parcours, parce qu'au début, tu dis t'essayes de rentrer dans la musique par la voie du rap. Est-ce que c'est juste parce que j'ai l'impression que une fille qui fait du rap, c'est le seul moyen pour elle d'être un peu transgressive, tu vois? Est-ce que ça a été pour toi ouais, disons que Déjà, c'est plus difficile, j'ai l'impression, de faire de la pop et d'arriver avec un projet qui vient pour casser des codes. Ouais. Parce que dans la pop, on attend justement que tu sois la fille la plus lisse du monde. Et aussi, dans ma façon d'utiliser les mots, ça s'est très vite prêté à ce qui ressemblait à du rap. Et aussi parce que j'osais pas chanter. Donc, j'ai commencé comme ça, mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus de mélodie dans ce que je faisais, donc plus de faire des chansons. Et aussi, moi, je me sentais pas légitime ni même à ma place dans le milieu du rap parce que c'est pas mon milieu, tout simplement. Ouais. Et du coup, ça, pour moi, ça avait pas de sens de continuer dans cette voie-là, en fait. Mais c'est pour ça que c'est un peu unique ce que tu proposes, dans le sens où la parole et le style musical, c'est deux choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Donc c'est bien. Mais moi, j'avais une question aussi pour vous trois. Toutes les trois, là, vous n'êtes pas du tout girly pop, tout ce qu'on demande d'une femme dans la musique. Non, mais voilà. Et du coup, je me demande si en Suisse, il y a peut-être moins ce phénomène. Pas forcément, je sais pas, peut-être que je vous ai juste choisi parce que non, je crois que c'est comme partout, c'est globalisé maintenant. Donc après, nous voilà, on n'est pas comme ça, mais on a aussi des périodes peut-être plus, tu vois, girly, c'est beaucoup dire, quoi. Je sens quand même que c'est un mot. Non, mais je pense que lisse, on va dire lisse, hein. Lisse. Non, mais après, c'est aussi par rapport à ta remarque dans le rap, tu vois, il y a même des femmes qui rappent aussi de manière agressive. Et voilà, en utilisant, si tu veux, vraiment des allusions sexuelles, en jouant vraiment sur ce côté très sexe, et puis qui peut être très violent aussi. Donc, c'est des images qui ont été reprises maintenant, autant par des femmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la musique, t'as un petit peu tout le temps. Mais je pense pas en Suisse que tu peux dire qu'on est différent, par exemple, de la France ou même de l'Allemagne, tu vois. Je crois que c'est... Ouais, non, je peux vous le dire, puisque j'ai fait mes petites recherches. Et vous êtes aussi nuls en égalité homme-femme que tous les autres pays. On n'est pas fiers, hein. Il y a une enquête là qui a regardé, Paléo en 2022, c'est que 6% de femmes à l'affiche. Donc c'est nul, c'est vraiment nul. Mais en même temps, par exemple, j'ai un exemple à côté de chez moi vers Grenoble, il y a un festival qui s'appelle Bien le Bourgeon, qui marche tous les ans. Et il y a une année, ils ont décidé de faire une programmation 100% féminine, ils ont été en faillite. Donc en fait, est-ce que vous pensez que les gens ils sont prêts juste à alors ça, je veux dire quelque chose vraiment. Alors moi, je pense que c'est comme partout, t'as des artistes féminines qui sont intéressants, qui tirent du public et qui tirent beaucoup de public. Rosalia, par exemple, tu vois, qui était la grosse tête d'affiche de cet été. Puis t'as des artistes féminines, qui commencent, et puis d'autres qui sont ok, qui sont pas peut-être géniales ou quoi que ce soit, mais il y a exactement la même chose avec des artistes masculins ou autres genres qui sont ok, mais qui sont pas géniaux. Et je pense ce côté de dire que tu fais c'est ce qu'on entend souvent parce que quand tu dis à des festivals que tu aimerais qu'ils aient une programmation plus égalitaire, on va dire oui, mais il n'y a pas de femmes. Déjà, c'est faux. Après, si tu fais une mauvaise programmation, que ce soit des femmes, des mecs, ou je sais pas, n'importe quel genre,
ben voilà, ta programmation elle sera mauvaise parce que c'est peut-être plus difficile d'acquérir. Parce que par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que comme il y a moins d'artistes femmes, leur prix monte. Donc si tu as un festival, c'est peut-être plus difficile d'acquérir ces artistes. Donc moi, j'aime pas trop cette argumentation de dire que c'est pas possible d'avoir une programmation féminine parce qu'il y en a qui le font. Et puis ça fonctionne très bien. Prends par exemple un festival comme Primavera. Ils ont signé ce qui s'appelle cette Key Change Initiative, qui s'engage à avoir 50% de programmation féminine. C'est un très gros festival, Primavera. Ils ont 50% de femmes. C'est le méga carton. Et donc, je pense que c'est justement, c'est comment tu programmes, comment tu fais la communication. Et moi, je m'aperçois de quelque chose aussi depuis le temps que je fréquente la scène de l'extérieur, puisque je suis pas musicienne, c'est qu'il y a de plus en plus de filles programmatrices, directrices de salles, qui prennent des décisions. Là, ça, il y avait encore pas il y a quelques années. Et dans la bande dessinée, c'est pareil, il y a de plus en plus de filles, mais pour moi, comme je suis une vieille cynique, c'est mauvais signe, parce que plus il y a de filles dans un milieu, plus ça veut dire que le milieu est précaire. Dans le monde de la bande dessinée, l'année où les éditeurs ont arrêté de payer les dessinateurs par planche, mais par vente, il y a plein de filles qui sont arrivées. Le moment où le milieu académique, universitaire se précarise, il y a de plus en plus de femmes. Le moment où en médecine, ça devient de plus en plus dur, il y a de plus en plus de femmes. Le moment où les cigarettes ne donnent plus d'argent dans les festivals, il y a de plus en plus de filles. Donc pour moi, c'est à la fois très positif et inquiétant quand il y a des filles dans le milieu. Ça veut dire que ça se déprécie et que ça devient plus précaire et difficile. Donc le milieu rock est moins populaire, il y a plein de filles qui sont programmatrices. C'est pas qu'elles arrivent à prendre de la place, c'est qu'on leur laisse la place. Et après, on leur demande énormément de choses pour être compétentes quand elles le sont. Et c'est dur d'être respectée. Moi, j'ai plein de copines programmatrices. Mais il y en a une ou deux qui ont envie d'arrêter, elles en peuvent plus, quoi. Mais ça, c'est très important ce que Hélène dit. C'est une lutte toujours qu'on a. C'est pour dire que maintenant, c'est toujours intéressant quand on voit qu'il y a plus de femmes. C'est vraiment d'aller un peu plus loin et puis de poser la question, justement, comment c'est fait. Bon, déjà, qui est au top de l'organisation. Et puis ensuite de ça, vraiment, au niveau des salaires, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, dès qu'il y a des baisses de budget ou autre, bah tiens, on laisse la place comme par hasard. Mais souvent, en haut... Il y a toujours un mec. Il y a toujours un mec. C'est vraiment un peu... Puis là, en Suisse, on peut aussi... C'est vraiment très évident. Et c'est vrai, comme tu dis, on a plein d'amis qui travaillent qui font du booking, etc., mais qui sont dans des conditions vraiment très précaires et je trouve pas acceptables. Et ça doit vraiment changer. C'était déjà comme ça quand on était plus jeune. Et le pire, c'est que ça reste comme ça. Alors qu'il y a un discours qui dit qu'il y a plus de femmes. C'est ça qui est vraiment... c'est un petit peu comme le greenwashing. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas plus de femmes, c'est juste que les femmes qui sont là, on les met en avant en disant « Regardez, on a mis des femmes », alors que le pourcentage, il est toujours aussi faible. Et... D'ailleurs, là, dernièrement, j'ai vu une programmation pour Science sous les étoiles, je crois. Ils ont sorti leur tête d'affiche. Que des hommes. Et j'étais là, mais pourtant, des nanas qui excellent dans leur domaine, il y en a, on écoute plein, pourquoi elles sont pas mises en avant. Et moi, ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Je comprends pas comment les choses fonctionnent, pourquoi les femmes n'ont pas plus leur place. Et puis il y a la précarité aussi, qui est un vrai sujet. Enfin, du coup, je sais pas si tu peux témoigner, mais dans ton album, le premier titre, c'est Rockstar. Et justement, ça parle de cette précarité et de ces hauts, de ces bas. En fait, on fait une scène et puis, en fait, on rentre, on mange des pâtes. Exact. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que avant Laurence, quand tu parlais des femmes qui s'approprient les codes du rap en étant plus agressives, dans Rockstar notamment, j'ai une phrase où je dis pas besoin de rapper comme un homme pour qu'on m'écoute. Et moi, c'était aussi ce truc que je voulais mettre en avant, c'est que j'ai des choses à défendre, j'ai des choses à dire et j'ai pas besoin d'arriver avec une agressivité particulière ou de jouer le bonhomme pour être respectée en tant que femme. J'ai envie d'être respectée en tant que femme pour ma force d'être fragile, sensible et vulnérable et pas de devoir arborer des codes qui sont pas les miens. Mais pour en revenir à la précarité de la musique, c'est une méga lutte. Enfin, oui, tu fais des concerts, c'est cool, mais ton cachet, il te permet juste de payer tes techniciens et encore. Et à côté de ça, il faut vivre. Ouais, donc il y a souvent, on rejoint un peu ce système chez les sportifs, etc. Les hommes, donc par exemple, je dis un truc qui parlera à tout le monde, mais le foot. Les professionnels du foot font du foot. Les professionnels
eux, du foot, font du foot et un travail à côté. Et je sais pas si c'est pareil dans le milieu de la musique en Suisse, mais enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même système de précarisation. Et comme tu disais, Hélène, plus il y a des femmes et plus en fait on va accepter le fait que bah ouais, mais vous êtes nombreuses et puis pas tout le monde peut croquer un petit peu dans le gâteau, quoi. Moi, je pense ce qui est vrai, c'est que tu as de plus en plus d'artistes, donc il n'y a pas forcément de plus en plus d'argent, de plus en plus de public, voilà, mais il y a une multiplication, disons, d'artistes de gens qui veulent faire de la musique, ce qui est un bon signe, c'est super, ça veut dire que les gens ont envie d'être créatifs, enfin, ça c'est vraiment très très bien. Après, c'est vraiment difficile parce qu'effectivement, on est dans un marché super concurrentiel, on est dans un marché globalisé aussi, donc ça veut dire que sur la Suisse romande, il y a beaucoup d'artistes français, par exemple, qui vont venir jouer, qui bénéficient d'avoir des meilleurs soutiens, des grosses radios, etc., etc. Donc forcément, c'est plus difficile pour des artistes suisses, d'ailleurs femmes ou hommes confondus, d'arriver à faire leur place. Donc ça, c'est compliqué. Mais ensuite de ça, c'est vrai que comme femme, il faut vraiment jamais oublier ça, que savoir pourquoi est-ce qu'on nous met en avant à un moment donné. Et puis, moi, je trouve qu'il faut prendre la place. Il faut toujours prendre la place. Il faut jamais oublier et puis analyser pourquoi on nous met dans cette place-là et puis vraiment ne pas baisser les bras. Et je trouve très très bien ce que tu disais de dire, bah voilà, c'est pas mes codes, moi, de m'approprier ces codes agressifs. De se dire, et j'ai pu être comme ça d'ailleurs vraiment au début parce que j'étais dans ce milieu où il y avait que des mecs, etc. Donc on dit, voilà, on devient forcément, on adopte un peu ces codes pour arriver, je pense, à s'intégrer, mais de manière, je dirais peut-être, comment dire ça, inconsciente. On se dit, voilà, on commence à adapter ces codes. Mais à un moment donné, en tout cas, moi, je me suis vraiment posé la question, j'ai dit, non, moi, maintenant, c'est pas du tout ça. Et par rapport, par exemple, à travailler dans des entreprises assez grandes où j'étais souvent aussi la seule femme, dans des grosses réunions, là, je parle vraiment de quelque chose qui peut toucher d'autres milieux, que la musique, à un moment donné, on parle beaucoup de leadership. On dit, mais c'est quoi le leadership? Et le leadership, c'est pas arriver, prendre la place, je parle, j'arrive pas à faire ma gueule, ou je tape du poing sur la table pour me faire entendre et tout ça. Non, le leadership, pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, c'était difficile parfois d'imposer ça et de dire, non, moi, j'ai aussi du leadership, simplement, je l'exprime pas de la même manière que mes 6 autres collègues masculins autour de la table. Et ça, c'est pas toujours très simple, mais de la même manière que c'est difficile pour une artiste féminine de trouver sa place, puis de creuser son sillon. Donc, méga respect aux Suisses et à Silence, en tout cas, pour de commencer cette démarche, parce que c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai aussi été frappée par exemple, d'avoir plein d'amis maintenant dans le milieu de la bande dessinée qui sont des trentenaires. J'ai découvert le mot sororité il y a pas longtemps. Et en fait, mes BD Angry Mom, je les ai faites parce que j'ai trouvé que le milieu entre filles, moi j'ai plutôt des copains. J'étais assez garçon manqué, pas très féminine. Mes copines, c'était souvent les copines de mes copains, mais je les avais rencontrés les mecs avant. Et je suis arrivée dans un monde de filles en étant maman, mais quelle panier crabe, j'étais hallucinée comme on n'était pas solidaires entre nous, et j'ai été dégoûtée, déçue, dépitée, en me disant mais bon sang, plutôt que de serrer les coudes, de faire des choses ensemble, on se dégommait. Et moi je suis une sale gerce, donc j'étais pas la première, je me défendais, je le rendais bien, et en fait j'ai découvert la gentillesse, la bienveillance et la solidarité avec des filles beaucoup plus jeunes que moi, on a un collectif de dessinatrices suisses qui s'appelle La Bûche, et voilà, j'ai dit, mais en fait, moi au début j'étais en traînant des pieds dans ce collectif en me disant, ça va de nouveau être l'horreur, et en fait c'est extraordinaire, donc c'est possible, et j'ai l'impression que maintenant, je sais pas ce que t'en penses, Stéphanie, est-ce que tu es copine avec Nathalie Frelich, avec les autres musiciennes suisses romandes, est-ce que vous êtes solidaires entre vous? C'est clair, moi j'ai connecté avec avec Nathalie Frelich, Lacna, Flesh Love, Lily Gask, enfin des artistes de ma région, il y en a énormément. Moi je suis toute allée les voir en concert, on se suit sur les réseaux, enfin on a vite compris que nos places étaient restreintes, et le but c'est pas qu'on soit en concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est juste on doit toutes prendre notre place, et si on le fait ensemble et en se soutenant, ça marchera encore mieux.
Donc il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas de concurrence et je crois qu'on est toutes conscientes que ça sert à rien. C'est vraiment inutile. Ouais, et puis c'est quelque chose qu'on a inculqué aux femmes depuis longtemps, de se tirer un peu dans les pattes. Ouais, non, mais c'est bon, là, on a compris voilà. que c'était pas nécessaire, que personne allait en tirer davantage, et puis c'est tellement mieux quand tu peux te soutenir, parce qu'en plus, on traverse les mêmes choses, la même précarité, les mêmes difficultés, donc c'est ultra important de pouvoir échanger entre nous, et de pouvoir se rassurer aussi les moments où c'est plus difficile, qu'on ait d'autres artistes qui nous disent « Ouais, t'inquiète, c'est pareil pour moi, et c'est normal. » Je veux dire que ça fait partie de la vie d'artiste, en tout cas, chez nous, c'est partie de notre quotidien. De solitude que exactement. En fait. Ouais, c'est clair. Tu te sens peut-être moins seule que s'il y avait 10 ans que tu te lances, et puis... Mais je pense que les réseaux sociaux aident énormément, parce qu'en tant qu'artiste émergente, on nous connaît pas, mais grâce à la magie d'internet, on peut quand même connecter entre les petits artistes qui sont pas connus du public. Et s'il y avait pas les réseaux sociaux, moi les autres artistes je les connaîtrais pas. Enfin voilà. Puis personne sait qu'on fait quelque chose. Voilà, exactement. Donc, c'est un vrai lieu. On a quand même des outils assez avantageux, notamment avec Instagram par exemple. Ouais, et puis même en Suisse, vous avez quand même des organismes. Il y a Helvetia Rock, qui est quand même très présente. Exactement, tu as Helvetia Rock qui est très active, qui sont très actifs, puis qui créent ces cours de mentorat, qui ont monté Music Directory, donc une sorte de base de données de femmes et de femmes dans le milieu de la musique, que ce soit d'ailleurs des personnes qui font du son, management, des artistes et tout. Donc il y a des organisations. Mais ça, c'est aussi, comme disait Hélène, c'est plus récent. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un gros changement, parce que cette notion de sororité, elle arrive. Tandis que nous, on était un peu des espèces de petits ovnis, là, on se baladait, on fonçait on se fonçait, on faisait notre place. C'est vrai que c'est juste rétrospectivement que tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, j'étais un peu seule dans mon truc, parce que tu avances, puis tout d'un coup, tu te rends compte que notamment des mecs qui ont monté des sociétés, par exemple, entre eux, ou des associations, etc. Puis toi, t'es toujours un peu le satellite tout seul qui se balade autour de tout ça. Moi, j'ai toujours été assez bien acceptée, mais quand même, j'ai jamais été intégrée dans ces groupes. Et puis après, tu comprends qu'il y a cet effet, on parle souvent du boys group. Donc le fait, tu vois, que c'est, enfin en tout cas dans le milieu où j'étais, j'ai réalisé à un moment que les mecs, ils se retrouvaient, ils allaient faire des saunas ensemble, et puis discuter, sauna ou d'autres choses ensemble pour discuter, fumer des cigares, je sais pas quoi. Et puis on se disait, mais entre femmes, déjà il y avait pas beaucoup de femmes, mais entre femmes, t'avais à un moment donné plutôt une rivalité, donc ce syndrome un peu, tu vois, de la reine qui est là, puis qui règne sur tout, et puis du coup qui veut pas avoir de concurrence, plutôt que de la solidarité entre femmes. Et ça, c'est vrai que c'est assez... à un moment, c'est vraiment dur, puis ça te repousse, en fait, dans cette solitude que tu réalises tout d'un coup. Tu te dis, mais c'est bizarre, et ça te questionne sur ton identité, même. En tout cas, moi, je sais que ça me questionnait. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que je suis ? Quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment fait travailler la tête. Moi, j'ai toujours été admirative devant Laurence, qui était très courageuse et très tenace. Moi, dans les années 80, quand je voulais faire de la bande dessinée, quand je faisais des concours de BD, et quand j'ai vu le jury, ils étaient tous en Birkenstock, avec des barbons colliers, des têtes de boeuf. Je suis partie en courant. Mais qu'est-ce que je vais essayer de m'intégrer dans ce truc, quoi? J'ai pas envie de côtoyer ces vieux cons. C'est des boomers avant l'heure, quoi. Donc je suis partie en courant, puis je suis revenue dans la BD. Moi je dis souvent, je suis partie par la grande porte et je suis revenue par la fenêtre avec le blog. Parce que le blog, on n'avait pas besoin de mecs. Pas besoin de quelqu'un qui dit oui, tu peux le faire, je te laisse faire, ou je t'aide pour le faire. Tu pouvais faire toute seule. Il y avait un côté très punk dans le blog, et j'adorais ça. Et c'est comme ça que je suis revenue dans la bande dessinée. Et une fois, je me suis fightée avec un éditeur, parce que les gens de BD Film m'avaient obligé à faire une sorte de speed dating pour rencontrer d'auteurs et d'autrices qui devaient voir des éditeurs. Puis on a dit, à nouveau un bloc de filles. Je fais, vous avez raté le train des mangas, puis maintenant vous ratez le train des blocs de filles. Tant pis pour vous, quoi. Puis en fait, moi, j'ai été publiée par une maison d'édition française, mais une sorte de légèreté, j'en avais rien à foutre, parce que j'avais mon blog. J'ai été suivie par des milliers de gens en France. Ils savaient pas que j'étais suisse. Ils savaient pas que j'étais une vieille. Puis c'est comme mes dessins de concert. Personne
Il y a plein de gens qui savent pas que c'est une dame de 60 ans qui les fait. Puis les réseaux sociaux, il y a un côté tellement génial. T'as besoin de personne pour montrer ce que tu fais. Ouais. Et je pense que s'il y avait eu les réseaux sociaux dans les années 80, ça aurait bougé plus pour nous aussi, quoi. Mais ça, c'est vachement important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la musique, on parle souvent, moi, je fais pas mal de coaching aussi pour des jeunes artistes, etc. Puis ce que je dis, c'est vraiment exactement ce que vous exprimez, c'est-à-dire, voilà, tu atteins ton public, tu peux communiquer avec ton public, et ça, c'est vraiment le plus aujourd'hui de ces plateformes digitales, que ce soit les réseaux sociaux, et même, je sais pas, un blog ou un podcast sur, tu vois, les femmes dans la musique. Ben, tu sais que tu vas pouvoir te connecter avec ces personnes. Et c'est grâce à ces personnes que tu peux continuer à faire tes activités. C'est souvent des choses qu'on discute, dire, mais en fait, c'est ça, ce qui est le plus important, finalement, c'est d'arriver à toucher les personnes qui vont se sentir concernées par ce qu'on raconte, notre vie, ce qu'on fait, qu'on fasse de la musique, de la BD, ou... Tu vois, c'est vraiment d'arriver à toucher les personnes et d'être en connexion avec ces personnes-là. Et ça, c'est vrai que grâce aux internets, c'est possible. Bah, peut-être que, Steph, je sais pas si t'as une communauté, ou en tout cas des gens qui te suivent sur les réseaux et que tu recroises en concert, justement. Et, en fait, est-ce que tu t'adresses à ces gens aussi bien sur les réseaux qu'en concert, est-ce que c'est les mêmes personnes? Ouais, j'ai une petite team, j'aime pas dire des fans, mais il y a quand même des fidèles, on va dire, qui sont là depuis longtemps et qui sont sur les réseaux et que je revois en concert. Et c'est ultra... Enfin, même moi, je sais que quand je vais faire une date, je sais qu'ils seront là, tu vois. Je sais qu'il y a certaines têtes que je vais retrouver qui seront devant au premier rang et qui vont me permettre de booster l'entièreté de la salle parce qu'il y a des personnes devant qui connaissent les paroles et qui vont crier. Et ça génère quelque chose où le reste du public suit. Du coup, ça, c'est grâce aux réseaux sociaux parce que je vois pas comment je pourrais faire la pub pour mes concerts étant donné que pour le moment je fais uniquement des premières parties ou des festivals sur lesquels on ne met pas vraiment sur la programmation. Donc pour le moment c'est Instagram à fond et mon public il sait que c'est là qui doit être en gros pour connaître les infos si je vais sortir un projet, faire des dates de concerts, etc. Ok. Ouais, donc c'est quand même une grosse porte d'entrée, une petite porte d'entrée qui permet quand même de toucher directement la bonne cible parce que, je sais pas, Laurence, comme t'as programmé beaucoup de choses, est-ce que des fois il y a des programmations qui finalement ne touchent pas le bon public ou est-ce qu'il y a une évolution là-dessus du fait des réseaux sociaux? Est-ce qu'on je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est clair que maintenant, par exemple, un artiste, il peut déjà informer les gens qui vont jouer là. Et il voit s'il y a des personnes qui sont dans la région. Et moi, j'ai beaucoup programmé, par exemple, un moment de hip-hop. Le hip-hop, il y avait aucun média qui voulait en parler à l'époque quand j'étais à Zurich, donc c'était dans les années 90. Il y avait les médias, ils comprenaient pas parce que déjà ils faisaient pas des albums, ils faisaient des hippies, donc c'était bon, ils faisaient du vinyle, beaucoup de vinyle à cette époque-là. Donc un journaliste disait mais il y a pas, c'est quoi, il y a pas une nouveauté, le CD, le machin, etc. qui suit. Donc finalement tous ces gens qui adoraient le hip-hop, c'était les premiers. Je sais que quand il y a eu le texto arrivé, attention. Du coup, ils se sont constitués vraiment en communauté, rien qu'avec des textos. Donc, nous, on faisait même plus d'affiches, par exemple. Puis là, je parle vraiment des années, je sais pas, 93, 94. On faisait même plus d'affiches, ça servait à rien. On n'envoyait même pas d'infos à la presse, qui comprenaient pas du tout, qui s'en foutaient. Et puis, du coup, on touchait les gens de 2 ou 3 personnes qui étaient dans ces communautés, qui communiquaient via, par exemple, le texto à toute leur communauté. Et puis on avait, je sais pas, moi j'avais 1500 personnes chaque fois au concert, c'était plein. Alors qu'en fait, il y avait absolument, il y avait rien du tout dans la presse. Donc, je peux raconter une anecdote un peu drôle. On avait fait un concert avec un groupe américain qui s'appelait Das FX. Et en première partie, il y avait les Fugees. C'était le premier concert des Fugees, première tournée. Donc ils étaient tout jeunes, il y avait Lauryn Hill, elle avait une combi comme ça en jeans et tout, se siffler une bouteille de whisky et tout, mais c'était la première partie parce que Das FX c'était vraiment le groupe que le public jeune voulait voir. Mais les Fugees, ça a été pris par la radio, la DRS3 qui était la radio suisse-allemande, le 3e programme, l'équivalent de Couleur 3. Et puis, il y a des gens qui sont venus au concert. C'était marrant parce qu'on a eu 900 personnes qui sont venues, qui sont venues voir Das FX. Puis à un moment, on a vu arriver des gens plus âgés
qui sont venus, et puis qui voulaient pas acheter d'Ikea, puis ils disaient, je veux voir les Fujis. Puis on dit, mais les Fujis, c'est fini, c'était la première partie. C'était là, mais pourquoi? C'est pas possible, etc. Puis non, mais vraiment, les gens n'avaient pas capté que c'était pas les... que, en fait, c'était pas eux qui attiraient vraiment 900 personnes, c'était vraiment Das FX. À l'époque, hein. Après, ça a changé. Mais je veux dire, c'était juste intéressant parce qu'effectivement, au niveau de la communication, comme il n'y avait pas de moyen de communication officiel, je dirais, voilà, les gens ont trouvé ce moyen de communiquer avec par exemple avec les textos. Après, évidemment, ça a évolué avec Internet, etc. Puis aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à des groupes, des artistes qui font des musiques moins évidentes de trouver leur public. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est un peu à deux vitesses parce que ça prend quand même du temps, quoi. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de retours aussi. Moi, je dis souvent que je suis la reine des putes sur les réseaux sociaux parce que avec mon mari, on est assez populaire à Lausanne. Et quand je vois que je mens, je baisse un peu mes likes, je remets un truc un peu fun avec mon mari, puis là, ça repart. Voilà, on en parlait. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, si tu donnes pas de toi, faut être généreux sur les réseaux sociaux pour avoir du retour. Si tu n'es sur les réseaux sociaux que parce que t'as un concert, les gens ils suivent plus au bout d'un moment. Moi j'ai été regarder aussi, tu donnes de toi aussi. Je me rends compte qu'il y a cette réflexion là. Moi ça a jamais été à double tranchant. J'ai jamais eu de bad buzz. Mais je critique jamais rien sur les réseaux sociaux, même si je suis une sale peste, je le fais pas. Si j'aime pas un concert, j'en parle pas. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a 20 ans je me suis brouillée avec mes copains de Beaux-Arts mais à mort, c'était mes meilleurs amis et je m'étais rendu compte qu'à cause d'eux j'osais rien faire de peur que de les décevoir. Et dès qu'ils sont sortis de ma vie j'ai recommencé à faire des choses et je me suis aperçue que j'assumais de nouveau dire ce que j'aimais. En fait c'est plus facile de dégommer que de dire ce que tu aimes. Et moi je me rends compte que ma fille elle me dit que je suis une influenceuse dans le milieu du post-punk suisse romand. Mais toujours avec du temps de retard, puisque je parle d'un concert après qu'il ait eu lieu, puisque je fais les dessins de concert après. Donc, on me reproche de pas avoir fait de la pub avant. Je dis, mais t'as qu'à suivre, quoi, t'as qu'à te débrouiller. Moi, je trouve les dates sur Internet, tu peux les trouver aussi. C'est pas à moi à t'avertir. Et j'aime bien ce côté, voilà, moi, j'ai plein de feedbacks trop cool, aussi de musiciens. Puis, je me rends compte cette générosité aussi d'offrir, toi, si je te vois en concert, je t'offre le dessin après. Donc ça fait des jolis contacts. Les réseaux sociaux, c'est que ça peut être quelque chose de vraiment généreux, quoi. Ouais, mais comme on dit, c'est une belle place et puis un beau moyen de faire sa pub. Après, moi, je voulais revenir sur quelque chose. T'as dit, j'ai osé faire des choses une fois que certaines personnes sont sorties de ma vie. Moi, j'avais une question justement. C'est quoi que la musique vous a permis d'oser? Le petit truc. Alors moi, c'est pas la musique, c'est la philosophie du punk. Je me suis rendu compte que j'attendais ça. J'ai toujours attendu ça, en fait. À 16 ans, quand j'ai découvert ce mouvement, où c'était vraiment un do it yourself, t'as pas besoin d'être compétent pour essayer de faire quelque chose. Tu bidouilles tes habits, tu te coupes les cheveux toute seule, tu cherches tes infos toute seule, t'as besoin de personne pour avoir un avis. Et je m'aperçois encore maintenant que les gens sont surpris quand je donne un avis sur quelque chose, c'est pas d'après un article d'un journaliste. C'est moi qui pense le truc. Et j'ai l'impression que le punk rock, ça m'a pas façonné, j'étais déjà punk avant de découvrir le punk, en fait. Et ça m'a sauvé la vie, en fait. Ok, sauver la vie, ça veut dire quoi? Ouais, parce que je pense que j'aurais fait une dépression, je sais pas ce que je serais devenue, mais ça m'a vraiment sauvé la vie. Je le sens profondément. Ok, c'est beau. C'est très beau. C'est pas tout le monde peut dire ça, c'est chouette. Non, moi je pense la musique en général, parce que moi j'étais vraiment tout le temps en frite avec mes parents, dans ma famille, c'était vraiment l'enfer. Et c'est vrai que la musique c'était le moteur. Alors, dans les années 70, c'était les Doors par exemple, tu vois, de la musique comme ça, mais il y avait quelque chose qui s'exprimait dans ces musiques, qui te parle, puis qui quelque part te tire, vraiment te tire en avant. Et puis qui te permet, voilà, à l'époque de dire merde, tu vois, de manière certainement pas très diplomatique, mais disons, voilà. Puis après, quand il y a effectivement eu ce mouvement, le mouvement punk, c'était mon frère qui était punk avant, c'était effectivement ce que Hélène disait, c'était de pouvoir s'exprimer, si tu veux, et puis de faire les choses nous-mêmes.
dire voilà, on va faire un concert dans une cave, il y a rien, on s'ennuie, je vais faire un concert dans une cave. C'est pas compliqué, à la limite on casse un mur, moi je veux pas Juste ça. c'est pas compliqué. Non mais c'était à l'époque, tu peux. On a fait ça, tu vois, tu dis voilà, moi je casse un mur, on peint, moi je sais pas, je vais venir la Killing Joke, tu vois, dans une cave, tu réfléchis pas, tu dis voilà, je vais le faire. C'est très direct, c'était un peu assez action directe. On était aussi assez politisé, donc à ce moment-là, il y avait beaucoup de... Si tu veux, dans les années 70 et 80, il y avait énormément de manifestations de rue. En Suisse, c'était très chaud, si tu veux. Donc, tu avais l'habitude, toutes les semaines, tu allais dans la rue, tu avais vraiment des fritages avec la police. Moi, je me suis fait tabasser, arrêter, enfin bref, et tout. Donc, tu avais ce côté où tu sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. Et puis, ça s'exprimait aussi beaucoup à travers la musique. Et comme il n'y avait pas de lieu, donc tu disais, bah moi je vais trouver des solutions. Donc on a eu des générateurs, on a fait plein de concerts illégaux. Donc tu trouvais des solutions. Moi je faisais moi-même mes flyers. Mais c'était vraiment un plaisir, tu vois, de faire ça. T'avais une dynamique vraiment où tu t'entraînais. Puis tu te disais, voilà, si moi ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sais que ça va aussi plaire à un petit cercle de personnes. Donc tu faisais les choses. Il n'y a pas tellement de réflexion, de planification, que ce soit carrière... D'autorisation. Tu vois, ou même de réfléchir à gagner de l'argent avec ça. Moi, je garde d'excellents souvenirs de ça, tu vois, d'avoir cette spontanéité. Puis là, c'est là-dedans où il y a eu des méga... Moi, je me suis retrouvée dans des situations vraiment catastrophiques aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Parce que voilà, tu réfléchis pas, mais j'avais un peu ce motto de me dire, je fais un truc, et je veux pas penser aux conséquences, je veux juste le faire. Et puis les conséquences, je veux pas agir en fonction de ce qui pourrait arriver. Ce qui peut, voilà, c'est une philosophie qui peut avoir, tu vois, ça pourrait être vu de manière un petit peu différente. Mais à l'époque, c'était ça. Puis comme la musique, c'était quelque chose qui nous motivait vraiment. Mais avec la musique, il y avait quand même une culture, il y avait il y avait de la politique, il y avait plein de choses autour de ça. Donc c'était pas comme juste de l'entertainment, tu vois. En tout cas, pour les choses qu'on allait voir. J'avais été voir un concert à Lyon où j'étais très lookée, hein, et aucun bistrot à Lyon nous ont laissé rentrer. C'était, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en Suisse, les gens savaient pas trop encore c'était les punks, donc mon père il disait, ah, mais c'est Zazou, enfin, il y avait pas encore, il disait punk, déjà. Il n'y avait pas de presse, donc. Il n'y avait pas de presse, donc c'était, moi, Laurence avait organisé un concert, un des meilleurs concerts de ma vie, les Cure à Montreux, et en fait, le chanteur des Cure se promenait dans le public et personne savait qui c'était, parce que personne savait la tête qu'il avait. Il avait changé de look entre les photos qu'il y avait dans les articles, dans les journaux musicaux comme Rock et Folk. Et dans la vraie vie, il avait changé de look. Il n'y avait aucune photo de lui dans la presse avec ses cheveux tout ébouriffés, comme on sait comment il est maintenant Robert Smith. Puis moi, je me suis dit, qui ce gars? Et puis, oh mince, c'est Robert Smith. Et en fait, ça paraît inintelligible de dire qu'on savait pas la tête qu'avaient les groupes qu'on voyait. Mais en même temps, si tu veux, le fait de pas avoir cette conscience, c'est comme si tu regardes des premières vidéos de David Bowie, puis tu vois qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude d'être filmés. Donc la conscience de soi par rapport à l'image que tu représentes, il n'y en avait pas du tout. Donc la personne, tu vois dans ses yeux qu'il est dans l'expression de lui-même, avec ses costumes de dingue et tout. Où tu vois Iggy Pop sur scène tout au début, tu vois des gens comme ça, et il n'y avait pas cette idée, je suis filmé maintenant, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc ça, c'était quand même une méga chance quelque part, et c'est marrant parce que l'autre jour, on participe à un documentaire sur les femmes dans les années 80 dans la musique, puis on nous demandait des photos à quelques personnes, puis moi j'ai pas de photos, je crois que j'ai 1 ou 2 photos de moi, si tu veux, de cette époque. Moi je les ai là, j'ai pas de photos de moi, j'en ai 5. Et j'ai pas de photos, si tu veux. Donc c'est un truc aussi de la conscience de la représentation. De ce qu'on revoit. Voilà. Là aujourd'hui, c'est très difficile partout où tu vas. Tu sais pas si c'est pas toi qui te prends en photo, peut-être quelqu'un d'autre te prend en photo. Donc il y a un autre rapport avec l'image et avec la conscience de soi. Mais c'est différent. Par exemple, je sais pas Silence, mais j'ai l'impression que ton personnage de scène, en tout cas la personne que tu as envie d'incarner, elle s'est d'abord construite, presque. Enfin, t'as d'abord réfléchi à ton identité avant de faire de la musique. Et je sais pas comment tu...
C'est une bonne question. Je crois que moi, je me suis jamais posé la question de l'image que je voulais renvoyer. Je pense pas non plus avoir créé un personnage. Après, forcément, il y a des parties de moi que j'extrapole, on va dire, dans la partie scénique et musicale. Mais ça fait partie intégrante de qui je suis, en fait. Ouais. Parce que, des fois, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, il y a des artistes qui, d'abord, font un gros travail sur eux-mêmes avant de se montrer, parce qu'il y a une nécessité maintenant de savoir quelle image on renvoie. C'est peut-être aussi une manière de mettre un certain filtre. Aussi. Parce que tu peux très bien décider de dire, tu sais que tu dois être visible, parce qu'aujourd'hui, si tu racontes pas une histoire, donc tu peux très bien choisir un personnage que tu mets comme filtre, et puis tu décides de construire ce personnage comme filtre. Moi, je trouve ça ok, vraiment, tu vois. Pour ça, moi, c'est plutôt actuel, du coup. je commence à me poser la question de qu'est-ce que j'aimerais renvoyer, parce que jusqu'à maintenant, j'étais là, je veux être authentique, je suis comme ça, je suis une grande gueule, je suis parfois arrogante, et je suis en même temps toute mignonne. Et j'ai l'impression que je dois un peu choisir, et aussi arrondir les angles, parce que faut pas prendre trop de place, tu vois. Et puis se protéger aussi. Voilà, c'est ça. T'as l'impression. Moi, je me suis vraiment créé un personnage. Je suis beaucoup plus calme à la maison. Personne ne me croit quand je dis ça, que je suis introvertie et timide. Personne ne me croit. Une copine me dit, quand je veux rigoler, je pense à Hélène qui est introvertie et timide. Et je suis comme ça. Je me suis créé un personnage quand je sors de chez moi. Mais c'est une façon de me protéger aussi. Si on me dit, ouais, mais comme ça, je dis, bah oui, mais c'est mon personnage. Je ne suis pas comme ça. Et je pense aussi... moi j'ai eu le temps de réfléchir à ça puisque je suis vieille, et de réfléchir à qu'est-ce que tu donnes aux gens, jusqu'où tu donnes quelque chose, pour pas en recevoir plein la figure aussi, quoi. Aussi, ouais, parce qu'il y a il y a un gros retour de bâton, surtout avec les réseaux sociaux, alors que ça peut être super génial, et voilà, comme ça peut être en fait hyper destructeur, et les femmes sont notamment souvent cibles, femmes ou personnes non binaires ou personnes en recherche d'identité, sont souvent la cible de harcèlement via les réseaux. C'est quand même une porte d'entrée aussi facile pour les gens qui sont pas très bienveillants. Donc effectivement, peut-être que se créer un personnage, ça peut permettre aussi de savoir prendre son recul et de regarder un peu la situation de haut, quoi. Puis moi, il y a aussi un luxe complet par rapport à Stéphanie, c'est que je suis vieille, ménopausée, donc je suis plus baisable pour les mecs. Donc il y a plus du tout ce truc de... Mais après, c'est presque dommage de devoir être ménopausée pour qu'on foute la paix, tu vois. Mais je trouve ça super cool. Moi, j'adore. Je pense que... Bon, alors déjà, parce que c'est marqué sur ma tête que je suis lesbienne, je pense que ça fait déjà le tri. On dégage un peu le même truc, je pense. Franchement, il y a un tas d'hommes qui en ont rien à faire, à la limite, ils sont encore plus contents. Mais alors, moi, je me fais pas du tout... Moi, j'ai pas ce problème-là. Que ce soit avec les hommes ou les femmes, personne m'approche. Je crois que ça c'est... Mais c'est assez confortable, déjà, ça, faut c'est savoir cool. que je sais beaucoup, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que quand les gens me découvrent d'abord via les réseaux sociaux, enfin photos, etc., tout le monde pense que je suis super grande. Alors qu'en vrai, non. C'est vrai. Bah oui. À chaque fois que les gens me voient en grande, oui. Mais je sais. Et à chaque fois, on me dit, mais en fait, oui, mais j'ai jamais dit que j'étais grande. Donc déjà, t'as dit la vérité pour ceux qui... Non, mais je le cache pas. Les gens se font leur propre image, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'imposant, je sais pas. Ouais. Non, mais je pense. Mais ça fait que ça filtre à mort, les gens me laissent tranquille de ouf. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui change aussi parce que... Moi, je trouve aussi très confortable quand t'as ce statut-là, c'est que c'est tout de suite assez cash, quoi. Il y a pas ce jeu de séduction, ou le mec aussi qui surjoue le gars pour essayer de frimer devant. C'est tout de suite cool, quoi. Bah, ça, c'est un truc qui peut-être changera, mais c'est vrai que le jeu de je suis un homme, tu es une femme, il se joue encore. Enfin, c'est pas... Voilà, par contre, je pense qu'il y a des jeunes qui osent assumer leur identité, par exemple de lesbienne ou de gay, beaucoup plus facilement. Et ça, ça peut aussi être... Alors, pour les personnes qui ont cette identité-là, bah, c'est cool parce que ça met une barrière tout de suite. Enfin, ou pas d'ailleurs, hein, mais ça, c'est... Après, il y a des détraqués. Et Laurence, nous, c'est vrai que depuis les années 80, c'était une thématique qui était pas abordée, mais on s'en foutait, en fait. On s'en foutait. On s'en foutait royalement. Il y avait des gens qui étaient gays... des potes qui étaient gays aussi. Et puis moi je sais pas, personnellement moi je sais pas, je me situe ni d'un côté ni de l'autre, si tu veux. Donc pour moi c'était pas une question. C'était pas une question, vraiment, ça m'était vraiment égal. Après c'est vrai que on m'a jamais mis non plus dans un rôle comme ça ou comme ça. La seule chose que tu peux des fois entendre, c'est dire bon, moi on prenait plutôt, on me disait ah ouais mais finalement t'es pas une femme. J'ai entendu ça.
pas mais posé c'est une fou maison de de- disque qui m'a dit oui, toi, de toute façon, tu n'es pas une femme. Ok. Bon, mais à la fin, si tu veux, ça explique plutôt le malaise des personnes C'est de ça. l'autre côté que le mien. C'est ça. Si tu veux, donc moi, comme je disais, comme avec Hélène avant, tu fais ton truc et puis finalement, cette problématique, c'est à eux de la régler. S'ils ont des questions, ils ont qu'à les poser. S'ils les posent pas, tant pis pour eux. Sincèrement, moi, je m'en fous. Moi, je suis prêt à discuter, mais finalement, on pose très peu de questions. Ouais. Surtout quand c'est des questions qui pourraient être embarrassantes. Ouais. Par contre, on aime bien mettre les gens dans des cases. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, Hélène, à partir d'un certain âge, j'avais une amie qui me disait, tu vas voir, ça va être vachement bien quand t'es plus vieille parce que tu es enfin invisible. Et puis, elle trouvait génial, elle dit, maintenant c'est bien, j'ai un peu ce pouvoir d'invisibilité. Ouais. Donc, Bon, des fois, je risque de me faire écraser aussi. Une Ouais. fois, j'ai hurlé sur un mec qui a failli m'écraser à la sortie de parking. Hey, c'est pas parce que je suis ménopausée que t'as le droit de m'écraser. Et il a pas compris la phrase, quoi. Il avait une tête d'ahuri. Puis moi, je m'aperçois aussi, moi j'avais peur, j'ai les cheveux blancs depuis 20 ans, donc ça fait 40 ans que j'ai des cheveux gris, blancs. Des fois, j'ai peur de passer pour la vieille qui s'accroche au radeau parce que je vais voir des trucs assez arty, assez pointus. Et puis, c'est plutôt l'inverse. Ils sont là. Ah, quand il y a Hélène dans la salle, ça veut dire que c'est bien. Mais j'avais peur de passer pour la vieille peau qui s'accrochait puis qui allait mater des petits gars sur scène. Puis je crois qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Et surtout, mon mari, personne n'arrive à sa cheville. Ah, Donc, je suis accompagnée par un conjoint assez cool et c'est hyper confortable d'être avec un conjoint, un partenaire comme ça. Je vais pas trop genrer parce que j'ai cru pendant des mois qu'il était bi. Donc, quand il a commencé à me draguer, j'étais une sorte de légèreté en me disant mais il est bi, qu'est-ce qu'il lui prend? Ça, c'est les années 80. Il y avait un côté assez drôle, tu vois. Foutais un peu, ouais. Donc, Avant le sida, enfin, tu vois, avant toute cette période, comment Ouais, parce que vous avez connu la vague sida égale gay, égale pas bien, mais... Ouais, c'est ça, puis c'était des gens difficile. quand même, des amis, des gens qui meurent, quoi. Ouais, Donc, aussi. Ouais. il y a eu quand même cette période, Ouais. alors qu'avant, c'était, waouh, tu vois, Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait, au même titre qu'on parlait avant de l'image, c'est par rapport à la sexualité, il y avait quelque chose de vraiment très, on y va, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était une insouciance peut-être, si tu veux, vraiment de quelque chose de très direct. En même temps, pas, peut-être beaucoup, c'était moins violent, peut-être aussi que maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, en Suisse, il n'y avait pas la violence. Je trouve que peut-être que tu pourrais maintenant, tu pourrais pas. moi, je vois en Valais qui était, moi, j'étais en Valais, les copains qui avaient des cravates en cuir, on avait peur pour leur vie, par exemple. Ça faisait plaider. Par rapport à ça, mais... Ça, il y avait un côté très, dans notre milieu, dans le milieu punk musical, il y avait une grande liberté, mais c'était une sorte de petite île, avec des gens très réac autour, et là, ça n'a pas vraiment changé, quoi. C'est toujours pareil. Oui, c'est ouais. juste que Puis moi, je m'aperçois les par milieux rapport ont aux gens de ma changé génération qui côtoient pas des jeunes, avec le discours du genre, bon sens, qui sont coincés. Ouais. Moi, la dernière expo que j'ai fait au Docs, où j'ai dit à la fille de la com, moi, j'aimerais que ce soit quand même en langage inclusif, parce que j'ai quand même dessiné des artistes qui sont en pleine transition, donc pense à la moindre des choses de faire ça. J'ai eu des commentaires de copains. Non, mais Hélène, t'es quand même tombée dans ce truc. Ben, c'est pas tomber dans ce truc, c'est le respect des artistes. C'est ça. Et je me rends compte d'avoir aussi des enfants, d'écouter les enfants, des copains des enfants, de connaître des jeunes musiciens, de côtoyer des gens plus jeunes nous maintiennent aussi. Oui, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'il y a, de toute façon, il y a certaines personnes, c'est vraiment pour eux c'est difficile. Ce changement, tu le sens notamment avec les personnes de sexe masculin, mais pas que, mais c'est difficile d'avoir ce changement, puis tout d'un coup de se dire, ah ben voilà, typiquement autour de l'écriture inclusive, mais qu'est-ce que vous faites chier avec ça? Oui, excuse-moi, mais on s'est fait chier pendant des années avec l'écriture non inclusive, donc à un moment donné, c'est aussi bien de donner de la place, si tu veux, à d'autres personnes, et puis c'est là où il y a la problématique, c'est la problématique de partage du gâteau. Ouais. Et puis à un moment de dire, voilà, vous allez devoir partager maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis puis il n'y a pas plus de gâteau. Non, mais vous allez devoir donner une partie de votre gâteau aux autres et partager avec les autres. Puis comme on est quand même dans une société ultra individuelle et puis quand même basée sur des privilèges, c'est très très difficile. Puis là, ça coince. Et puis là, je pense et ça c'est pas mal de discussion aussi, je pense que là, il faut se battre. Ouais. Et
Nous, on a l'expérience d'aller dans la rue et de se battre. Mais moi, je Non, me mais ça bats veut encore dire- avec des mecs dans des concerts. Hein. Je me suis battue il y a pas très longtemps avec un gars qui m'embêtait. Et j'ai attendu que mon mec aille chercher une bière pour pas qu'il s'occupe du truc. Et il m'a vraiment salement agressé et tout. Il embêtait toutes les filles. Puis j'ai dit, si viens vers moi, je me laisse pas faire. Donc je me suis pas laissé faire. Puis après, je dis, hey, je pourrais être ta mère. Ça l'a calmé tout de suite. Mais ça m'arrive régulièrement, 3-4 fois par année en général. Ouais, mais il faut garder un peu l'envie de se battre aussi. Hein. Des fois, c'est difficile d'avoir la charge de se battre sur tout le monde. Ouais. Moi, c'est des discussions, par exemple, que je trouvais intéressantes à avoir avec Ouais. des personnes plus jeunes. Ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, souvent, voilà, on peut créer une communauté, disons, assez homogène. On se sent effectivement dans un safe space. Et puis ça, je comprends vraiment bien, dans un espace bienveillant. Où on pense, voilà, on sait qu'on est avec des gens qui pensent comme nous. Et puis, on se sent aussi à l'aise avec eux. Mais il faut quand même sortir et puis se confronter avec l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est quand même quelque part la majorité. Et C'est ça. si on sort pas et on va pas parler d'autres manières de vivre, on n'arrive pas à l'exprimer et à échanger, bah on reste dans son milieu, etc. Puis à un moment donné, on risque d'avoir des gros, voilà, déjà des grosses désillusions. De se faire écraser. Puis ensuite de ça, moi je pense que c'est important de sortir et d'aller parler avec les gens qui pensent pas comme nous, quoi. Et ça, c'est super important. Et parfois, justement, je me disais, mais c'est difficile parce que on sent qu'il y a cette tendance à se dire, ben ouais, c'est vrai, on est bien ensemble. Ouais. Ouais. Donc il y a le côté très confortable d'être tous la même chose, de se sentir aussi finalement en sécurité, ça c'est clair. Et à un moment donné, de sortir, ça peut être aussi effectivement dangereux, ça peut être dur émotionnellement, mais d'autant l'importance du groupe, de nouveau, pour revenir dans le groupe, reprendre la force. Mais je pense que surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est important de sortir et de s'exprimer et d'aller vers ces gens, justement, qui sont pas comme nous, quoi. Pour leur expliquer qu'on peut vivre différemment, et puis que finalement, c'est quoi de vivre différemment. Parce qu'il y a énormément de peur en ce moment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est un geste vraiment important à faire. Puis c'est vrai que nous, on l'a appris, on parlait justement avec des gens plus jeunes, dire voilà, mais je dis ouais, mais nous, à un moment donné, on a dû aller dans la rue, on a dû aller faire des manifestations, ça s'est mal passé parfois, etc. On a vraiment dû se battre pour avoir le droit d'avoir des lieux pour pouvoir faire notre forme d'expression, notre culture. Mais ça s'est pas passé quand on est venu vers nous, puis on nous a dit, ah, mais qu'est-ce que vous avez besoin, les pauvres, là, mais attendez, on va regarder, où on a participé à des tables rondes, où on nous a demandé notre avis, et pas du tout, hein. C'est comme Hélène le disait, on n'était pas acceptés dans les bars, dès qu'on avait une coupe différente, etc. On n'était même pas servis. Mais bon, on était dans des telles extrémités où il y avait rien, finalement, on était, voilà. Mais c'est sorti de cette manière-là. Mais à un moment donné, il faut pas avoir peur d'aller exprimer de manière assez radicale, je dirais, si on veut changer les choses. Ouais, c'est fort, mais c'est fort de dire ça. Mais la musique, déjà, est aussi une manière de s'exprimer. Et je pense à ton travail, notamment, Steph, qui est une belle manière, on va dire, alors pacifique pour l'instant. Ça le restera. C'est ça. Mais une manière pacifique de pouvoir exprimer quelque chose qu'on voit pas, je sais pas, dans les médias classiques, c'est pas mainstream, si tu veux. Est-ce que c'est quelque chose que t'as réfléchi avant, justement? Alors, est-ce que t'essayes de passer un message ou pas? Non, pas du tout. Moi, le but de ma musique, c'était de m'exprimer. Forcément, m'exprimer revenait à parler de mes émotions, mon quotidien, ce que je vis, ce que je traverse. Et je me suis vite rendu compte que ça concernait toute une communauté, et au-delà de la communauté, juste des gens qui peuvent connaître des souffrances similaires pour d'autres raisons. Enfin, disons que le propos n'est pas le même, mais la finalité est la même. Et du coup, moi, j'ai juste fait cette musique comme elle me parlait. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est devenu presque politique, parce que forcément, ça défend des choses assez importantes. Mais moi, je me suis jamais posé la question de ma musique va débarquer pour casser des codes, pour défendre des choses. Enfin, c'était pas ce que je cherchais à faire. Forcément, bien sûr que ça le fait, mais c'est pas la démarche première. Et moi, je suis hyper contente parce que du coup, je touche une communauté qui se reconnaît, et ça, c'est hyper important. Mais j'aimerais beaucoup aussi avoir accès à plus que ça, et que ce soit juste monsieur et madame tout le monde qui écoutent ma musique. Parce que les propos
ça rejoint un peu ce que Laurence disait, que en fait on n'est pas du même milieu, mais on peut essayer de se rencontrer et puis de comprendre pourquoi moi je pense comme ça. Enfin, je trouve que ça peut être intéressant si les gens prêtaient un peu plus l'oreille pour découvrir la musique que je fais, pour essayer de comprendre. Oui. Voilà. Oui, tout simplement. Ouais. Finalement, changer un peu de place. Et... Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'est aussi quelque chose, je me suis aperçue avec mes amis, ils perdent une sorte de curiosité pour la culture au bout d'un moment où tu restes dans tes trucs que t'aimais. Ouais. C'est marrant parce que moi, on sait qu'il y a des trucs aussi passionnants dans les années 80 et t'en vois aux copains, tu sais qu'ils ouvrent pas le truc. Ouais. Ouais. Et la musique me permet d'être tout le temps sur la brèche parce que tu vois le look, tu vois les fours de disques, tu vas regarder qui c'est le graphiste, après tu vois qu'il est dans une agence de pub qui a un espace autogéré à côté. La musique me sert tout le temps à être justement sur la brèche, quoi. Et moi, je m'attendais pas à le rester encore comme ça. Bah, c'est beau, hein. Je pense qu'on va conclure. Non, mais c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on a fait on a abordé beaucoup de choses et je voudrais pas qu'on perde tout le monde non plus. Mais j'avais quand même avant les questions fatidiques du petit portrait européen. J'avais déjà oublié. Alors, c'est le moment. Si vous étiez une capitale européenne, laquelle vous seriez? Hélène? Moi, je vais tricher un tout petit peu, mais c'est très occidental comme ville, c'est Beyrouth. Okay. J'ai été invitée à un festival de BD là-bas et j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette ville. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs BD du Moyen-Orient, des gamins de 25-30 ans, et ça a matché tout de suite parce qu'on est des nerds, parce qu'on fait de la BD. Okay. Et j'ai fini en boîte avec eux dans des salles incroyables à danser sur du rock européen, sur de la musique du Moyen-Orient. Et c'est une ville fabuleuse. Je rêve d'y retourner pour de nouveau voir ses amis. Ok, merci. Laurence? Moi, d'un certain côté, je vais dire aujourd'hui, j'allais dire Copenhague. J'aime bien Copenhague parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de verre, puis en même temps, si tu connais Copenhague, tu sais aller derrière les murs. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent aussi. Copenhague, c'est aussi Christiana. C'est aussi des gens qui organisent des trucs de dingue, comme cet événement qui s'appelle Distorsion. Ils bloquent des quartiers entiers pour faire des sound systems et tout. Il y a, je trouve, un bon mélange entre, si tu veux, quelque chose d'assez moderne et puis quelque chose qui est assez, on the edge aussi, si tu sais regarder. Ok, cool. Je vais pas dire Genève quand même. C'est pas une capitale en plus. Attention, parce que c'est une république. Je fais attention. C'est joli. À Paris, écoute. Hein. Ouais, parce que Paris, c'est une ville touche à tout et je me sens un peu comme Paris. Autant dans le luxe que dans la précarité, que dans l'art. Et Paris me parle. D'accord. Ouais. Une spécialité culinaire, tiens, on reparle dans le sens. Moi, je suis une grande fan de cuisine asiatique. Donc, un bon curry thaïlandais. Fait en Europe, évidemment. Ah oui, fait en Europe, mais par la maman de ma chérie qui est thaïlandaise. Ah, d'accord. Donc, là, il y a un souvenir. Oui. Ok, super. Et Laurence? Oui, alors, mais c'est quelque chose qu'on aime, vraiment. Qui vous représente ou que vous aimez, hein. Après, moi, je dirais, alors, peut-être que j'aime vraiment. Moi, j'aime beaucoup la cuisine du Moyen-Orient. Et donc, il y a des plats démons entre l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, etc. C'est hyper riche. Et du coup, un plat comme, par exemple, le ragoût d'agneau au coin, à l'eau de rose et au safran, je vous recommande avec un riz iranien, ça c'est naturel. C'est bon, ça m'a donné envie. On va passer à table. Alors moi, ça va être beaucoup plus rustique. C'est la brisolée. Je suis arrivée à Lausanne à la fin des années 80. Personne ne savait ce que c'était. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est une spécialité valaisanne de trucs très pauvres. En fait, les châtaignes, c'était le pain du pauvre. Okay. Donc, c'est des châtaignes cuites au four avec du fromage, de la viande sèche et des fruits. Non, c'est un peu plus connu, la brisolée. Mais c'est quelque chose que quand l'automne arrive, j'achète que du fromage du Val-de-Bagne. Donc, c'est très, très, très local. Ouais, ça sonne bien. Ça me donne envie. J'ai faim, du coup. Si tu étais une boisson,
Celle-là, elle est un peu dure parce que je sais pas si... Le vin. Ah, si, on sait. Voilà, le vin. Français? Non, valaisan. Non. Évidemment. Non, mais c'est possible parce que chaque année, je vais à la Roclette. Oui. C'est là que j'ai commencé à faire mes dessins de concert. Je suis invitée là-bas pour faire les dessins de concert. Tous les 2 jours, ils changent de vigneron. Donc, Ok. on fait que de boire du vin pendant 8 jours. Et après, je dois me faire une diète parce que je laisse le foie, il fâche un peu, quoi. Laurence? Ouais, mais alors ça, il y a vraiment le choix. Moi, je choisirais aujourd'hui un pet nat, ce qu'on dit les pétillants naturels, Ok. qui est fait par des gens à Genève et qui est à base de... qui a un peu un petit truc de chanvre dedans. Ok. Et ça s'appelle QV 420. Je vous recommande, c'est excellent. Et ça, c'est de Carouge en plus. Ok. Voilà, c'est un peu spécial. Et sinon, n'importe quel vin de Marie-Thérèse Chapa à Fuyer. Ça, c'est une personne, Marie-Thérèse Chapa, c'est une femme incroyable. C'est une vigneronne qui a Fuyer, qui Valaisan. fait des vins valaisannes, qui fait des vins Décidément. incroyables. Mais c'est aussi une femme qui a une manière d'exprimer, la manière dont elle travaille, tout ce qu'elle fait. C'est vraiment quelqu'un qui est voilà, quand on parlait de quelqu'un qui est vraiment authentique et puis qui a un grand cœur et ça transparaît dans ce qu'elle fait. Ok. Et elle s'est imposée dans un milieu hyper masculin. Extrêmement difficile. Ouais. Oui, c'est- Et là, elle a une Novatrice, récompense elle est incroyable. suprême, un de ses vins qui a été reconnu Ok. par, je crois, le plus grand critique. Mais c'est quelqu'un de très simple, vraiment de magnifique, une belle personne. Bonne idée. Allez. Avec des trucs fancy. C'est ça. Ouais, c'est dur. Déjà, moi, je bois pas d'alcool. Ok. Ah, oui. Enfin, alors si. Du coup, il va y avoir 2 trucs. J'ai le droit Ah, d'en on a le droit d'avoir deux boissons. Parce que que je suis un paradoxe. Du coup, il faut que j'en donne C'est 2, important. tu vois. Il y a, je bois jamais d'alcool, mais de temps en temps, j'ai une liqueur de thym et une liqueur de lavande où je vais boire juste, mais vraiment un tout petit. un tout petit. C'est souvent after concert parce que j'ai de la peine à redescendre et j'arrive pas à dormir. Donc c'est une petite cigarette sur le balcon à 3h du mat avec mon fond de liqueur juste pour le goût, quoi, et j'adore. Et autrement, ce qui est beaucoup plus classique dans mon quotidien, c'est un petit thé noir japonais avec de la rose et du bleuet. Mmh. T'as le côté thé, donc quand même punchy, et en même temps toute la douceur des fleurs qui est incroyable. Et ça me Super. représente Non, bien. mais ça, C'est fancy aussi, finalement. C'est très C'est fancy, très finalement. Non, non, franchement, je J'avoue, t'en sors bien. j'avoue. Allez, la dernière, après, je vous lâche. Si vous étiez à un lieu touristique en Europe. Un lieu touristique. Je sais pas qui vous commence. Moi, je veux bien Vas-y. commencer, mais en fait, c'est juste que j'aime pas les gens. Ouais. Donc il faudrait que je trouve un lieu touristique qui ramène personne. Tu vois, pour que ça me représente, ce serait un truc ultra solitaire. Un Donc, monastère. peut-être. ouais, mais grave, voilà. Tu sais quoi, il y a un truc, moi j'adore faire quand je voyage, je vais dans les églises. Ok. Les églises ou cathédrales. Parce que t'es dans la ville, il y a du monde partout, ça va à 100 à l'heure. Et moi j'ai tout le temps besoin d'un moment de calme. Tu rentres dans une église, soit il y a personne, soit il y a quelques gens, mais le silence est imposé. Donc c'est les lieux les plus calmes qui me font extrêmement bien. Donc Ok. voilà. Mais pourtant, je suis pas religieuse ni quoi, c'est juste, c'est des lieux qui me font du bien, l'architecture est magnifique, Ouais. voilà. Ok. Alors, moi, je Et sais Jen pas trop, ça serait aussi, je pensais à la chapelle du Ciel à Saint-Maurice, Ok. qui est une petite chapelle au milieu de la falaise. Ok. Et Saint-Maurice, il y a 300 mètres de falaise qui surplombe la ville. Et il y a une petite chapelle au milieu, et il y a une petite source derrière l'église. C'est 20 minutes de marche pour arriver au milieu. Puis c'est un des endroits où je me sens le mieux au monde, et pourtant je suis anticléricale, vieille famille anticléricale et tout. Et en fait, il y a peu de gens qui savent qu'on peut aller là-haut. Ok. Donc s'il y a jamais personne, c'est super cool. J'ai toujours envie de piquer les ex-voto, mais c'est pas chic, donc je le fais pas. Et c'est un endroit que j'adore parce que ça surplombe la ville où j'ai passé les pires années de ma vie. Et maintenant, ça s'est vachement apaisé parce que j'ai plus d'attache là-bas. Donc quand je vais là-haut, ça c'est cool, quoi. Ok. C'est beau aussi, c'est très philosophique, j'aime bien. Laurence. Bah, moi, il y aurait... alors, il y a 2 endroits. Si ce serait un endroit en Suisse, je dirais le Lötschental, parce que j'y vais chaque année pour mon anniversaire. C'est une petite vallée, Ok. dans le Haut-Valais, avec un dialecte que personne comprend. Même qui les est Suisses pas- allemands, quoi. Même les Suisses allemands, mais pas du tout touristique. Et puis, chaque année, ils font... C'est là où on retrouve ces masques. Ok. Ils font des espèces de courses de sauvages. Et c'est très, très beau quand on va tout au bout de la vallée. Il y a un endroit qui s'appelle Blaton. Ok.
Et puis si on continue, c'est magnifique quand on continue après en direction du glacier. Il y a des chemins de myrtilles, on peut suivre des petits ruisseaux et tout, donc ça c'est très très beau. L'introspection quoi, pour finir. Introspection totale. Ouais, merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur scène ou en backstage. Merci Estelle. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram qui est dans la barre de description. Le prochain épisode parlera de voyage et de féminisme. Si vous souhaitez en savoir plus sur les invités, je vous invite également à consulter leur profil Instagram qui se trouve dans la barre de description. Je vous fais plein de bisous et à très vite!